31 août 1990. The Hindu, 31 août. Surpassant le soleil. New York. Un capteur solaire a produit un minuscule faisceau de lumière solaire qui surpasse le soleil. Il est de 15% plus lumineux que l'incandescence de la surface du soleil. Dans un article du journal Nature, Dave Cook et ses collègues de l'Université de Chicago expliquent qu'ils ont utilisé un entonnoir à lumière fait de saphir pour produire une lumière solaire 84 000 fois plus lumineuse que le soleil quand il tape sur la Terre. Les chercheurs qui ont battu le soleil, mis en italique par Satprem, à son propre jeu, se sont vantés d'avoir fait plus qu'établir un record mondial. Ils ont produit la plus haute concentration de lumière solaire dans le système solaire. Le capteur utilise un miroir parabolique comme ceux employés pour les télescopes réfléchissants et un concentrateur optique non imageur fait de saphir. Le miroir reflète la lumière au large bout du concentrateur de forme conique qui agit comme un entonnoir. La lumière est dirigée à l'intérieur pour émerger sous une forme concentrée. Ces aveugles produisent une lumière plus puissante que celle du soleil et ils n'ont même pas une chandelle pour voir dans leur cœur. Les hommes sont très malades. Lettre à Claude Brun. Frère, non, tu n'es pas minable du tout. Tu as même beaucoup de cœur pour comprendre ma difficulté et tu appartiens à l'avenir, A majuscule. C'est très difficile et épuisant. Je dois garder toutes mes forces pour l'essentiel. Si j'arrive au bout, ou quand j'arriverai au bout, ma retraite ne sera peut-être plus nécessaire. Je crois que nous sommes proches du grand changement. Garde ton courage et ta foi. C'est la seule chose valable dans ce monde insensé. Sois certain que je ferai appel à toi s'il y avait quelque obstruction ou difficulté trop grave dans ma situation physique. Je pense à ton ami J. Mère entoure toujours de grâce ses enfants. Elle disait que toutes les difficultés sont des grâces si l'on sait s'en servir comme d'un outil. Il y a un positif dans tout, en italique. Et puis je suis touchée de vos attentions si gentilles pour Sujata et pour moi. Courage, frère. On y va. Satprem. Septembre. Chronologie des événements mondiaux. 1er septembre, Libéria. La force d'interposition ouest-africaine réussit, après de violents combats, à prendre le contrôle du centre de la capitale, Monrovia. Éthiopie. 400 000 sinistrés sont chassés de leurs habitations par les crues de 3 rivières tributaires du Nil Blanc. 4 septembre, Cambodge. Plus de 140 000 personnes ont été évacuées des zones d'insécurité. 6 septembre, Arabie Saoudite. Le ministre des Affaires étrangères, le prince Saoud Al-Faisal, donne à son homologue américain James Baker, en tournée au Proche-Orient, la garantie que l'Arabie Saoudite financera l'opération Bouclier du désert. Brésil. Selon un rapport d'Amnesty International, les enfants sont abattus par centaines par des escadrons de la mort dans les grandes villes et d'autres sont torturés par des policiers en service. 7 septembre, URSS. Les 180 conseillers militaires soviétiques se trouvant en Irak vont regagner leur pays. Édouard Shevardnadze insiste une nouvelle fois
sur la nécessité d'un règlement pacifique de la crise du Golfe. 8 septembre, Koweït. L'émir du Koweït, en exil à Taïf en Arabie Saoudite, promet au secrétaire d'État américain James Baker 5 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année pour isoler l'Irak. 9 septembre, Libéria. Le président Samuel Doe est capturé puis assassiné par les rebelles de Prince Johnson. 10 septembre, Israël. 100 000 juifs soviétiques ont immigré depuis le début de l'année. 12 septembre, URSS. La signature à Moscou entre les deux États allemands et les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale de l'accord 2+4, rétablissant l'Allemagne unie dans sa pleine souveraineté, marque le début d'un nouvel ordre européen. Iran. L'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême du pays, lance un appel au djihad, guerre sainte, contre la présence militaire dans le Golfe. 14 septembre, Koweït. Des soldats irakiens entrent dans la résidence de l'ambassadeur de France et enlèvent 4 Français, dont l'attaché militaire. Le gouvernement français exige leur remise en liberté immédiate et leur restitution aux autorités françaises. 15 septembre, France. À la suite de l'agression irakienne contre l'ambassade française au Koweït, le président François Mitterrand annonce des mesures diplomatiques contre l'Irak et l'envoi de 3 régiments aéroterrestres, environ 4000 hommes, dans le Golfe. Arabie Saoudite. Les forces d'occupation irakiennes ouvrent la frontière entre le Koweït et l'Arabie Saoudite, déclenchant ainsi un véritable exode des Koweïtiens. 20 septembre, Irak. Le président Saddam Hussein menace de détruire tous les champs pétrolifères de la région, précisant qu'il utiliserait toutes les armes dont il dispose pour riposter à l'agression. 26 septembre, Canada. Les derniers Mohawks qui occupent un village pour faire aboutir une revendication territoriale se rendent aux forces de l'ordre après 11 semaines de révolte. 1er septembre 1990. Cette nuit, par 2 fois, j'ai vu ce que je pourrais appeler un tournant d'horreur. C'était un tournant. Et ce tournant avait l'atmosphère du temps des Allemands pendant la guerre. Et ce matin, je me suis réveillée avec ces mots: « Bonne fête à l'œuvre divine sur la terre ». Étonnant. Nous sommes le 9e mois. Soir. Avec l'expiration, laisser retomber les épaules et les talons, en se rejetant légèrement en arrière. Je crois que j'ai trouvé le rythme en italique. Et fléchir les genoux avec chaque inspiration. 2 septembre 1990, Indian Express 2 septembre. L'aventure de Bush dans le Golfe coûte 46 millions par jour. L'aventure militaire du président George Bush dans le Golfe va coûter aux finances de son pays la somme stupéfiante de 2,5 milliards de dollars dès septembre, soit 4 250 crores de roupies selon les estimations du Pentagone, déclare Aziz Hanifa de l'Indian Abroad News Service depuis Washington. Ce qui donne en gros 46 millions de dollars ou 68,2 crores par jour. Le porte-parole du Pentagone, Peter Williams, a déclaré à l'India Abroad News Service que l'estimation initiale de 1,2 milliard de dollars pour les 2 premiers mois du déploiement militaire n'avait pas pris en compte l'escalade des coûts du pétrole. Ils doivent être pressés de rentrer dans leurs frais. 3 septembre 1990. Chaque jour, le corps s'aperçoit douloureusement qu'il ne sait rien et que ce qu'il croyait avoir appris la veille a disparu
comme rien. Rien ne changera à moins que tout ne change. Il faut arriver à ce point-là, tenir, que ton œuvre s'accomplisse. Soit c'est un écrasement tel que l'on ne doit pas être loin des derniers jours. Oui, Seigneur, que l'on arrive au bout de ce mensonge, que le règne divin vienne sur la terre. 4 septembre 1990. The Hindu, 4 septembre. Le président américain, Mr. George Bush, a décidé de mettre à disposition d'Israël plus d'armes de haute technologie et songe à renoncer à la dette militaire de 6,7 milliards de dollars de l'Égypte envers les États-Unis en considération de la guerre du Golfe, selon un haut fonctionnaire du gouvernement. Des armes supplémentaires pour Israël soutiendraient la défense de ce pays contre l'Irak et contrebalanceraient les récentes décisions de vendre plus de chars et d'avions de combat à l'Arabie saoudite, selon les officiels. Balayer la dette de 6,7 milliards de dollars due par l'Égypte pour des ventes d'armes passées récompenserait un pays arabe qui s'aligne sur les États-Unis pour envoyer des troupes en Arabie saoudite et prend part à l'embargo commercial international contre l'Irak. Hier, dans le Golfe, les Américains ont saisi une cargaison de thé de Lanka à destination de l'Irak. Les gens de Lanka disent « Nous sommes pauvres, c'est notre seule source de revenus. » Les Américains disent « Nous vous dédommagerons, nous vous vendrons au rabais ou même gratis quelques-unes de nos armes en surplus d'Europe et nous fermerons les yeux sur qui vous les dirigez. Vous devez bien avoir quelques vilains terroristes par là-bas. Réflexion faite, on peut vous fournir les armes et les terroristes aussi. » Comme au Pakistan. 5 septembre 1990. Ces masses inimaginables. L'importance capitale de cette pression répétée, le mouvement du cavalier. Comment est-ce possible ? C'est un nouveau possible. N majuscule, P majuscule. C'est un super Vulcain à l'œuvre. On est le métal. C'est stupéfiant. Mais je suis chaque jour plus stupéfait. Et voilà 4 ans que cela grandit. Ça doit tout bouleverser. Comme cette montagne écrasée par une formidable puissance, P majuscule, silencieuse, écrasée comme de la pâte à modeler. À la fin, il devait y avoir une explosion. 6 septembre 1990. On dirait que toute la fin de l'âge de fer résiste dans mon dos. C'est un long enfer. Un nouveau principe de matière. Nous n'avons plus les moyens d'attendre 300 ans. Bulletin d'information de la BBC. À la suite de la visite du secrétaire américain James Baker en Arabie saoudite, celle-ci a accepté d'apporter une contribution de milliers de millions de dollars pour aider à financer la présence militaire américaine dans le Golfe et d'aider des pays comme l'Égypte et la Jordanie. La mafia financière montre le bout de l'oreille. Qui défend-on là-dedans ? 8 septembre 1990. Conversation avec Sujata. L'éléphant des Nations Unies. Sujata. Nous sommes le 8 septembre. Le 8 septembre, oui. Écoute, comme il est beaucoup question de ces Nations Unies et du rôle des Nations Unies, je vais te raconter une vision que j'ai eue il y a des années, que je n'ai jamais notée parce que c'était trop long et ça me fatiguait de la noter. Je ne savais pas, quand j'ai eu la vision, que c'était une vision de la nouvelle conscience.
C'est-à-dire que c'est tout à fait humoristique et d'une exactitude merveilleuse. J'aurais dû la noter sur le moment, mais ça reste si vivant des années après que je peux te dire exactement ce que j'ai vu. Je ne savais pas, à ce moment-là, que l'on s'apprêtait à fêter, célébrer, je ne sais pas quel anniversaire de la fondation des Nations Unies. Tu sais, c'était il y a 4-5 ans, 3-4 ans, enfin 5 ans, je ne sais plus. Je ne savais pas, n'est-ce pas? Et j'ai vu ça sans comprendre qu'il s'agissait des Nations Unies. Alors, j'ai d'abord vu une scène de cirque circulaire avec tous les projecteurs braqués sur la scène, cette scène ronde, tous les projecteurs braqués, et au milieu de la scène, il y avait un éléphant gris qui était assis sur une fesse, pas les deux, sur un côté, sur une fesse, et la trompe tendue comme s'il allait barrir, et il était comme figé dans cette position. J'ai regardé cet éléphant, la scène de cirque, j'ai levé les yeux et puis j'ai vu un grand balcon qui surplombait la scène du cirque. Un grand balcon, tu sais, comme il y en a dans les grands théâtres. Et alors c'était dans l'obscurité complète parce qu'il y avait... Tout était braqué sur la scène et j'ai vu des dizaines de gens, la cigarette allumée, c'est-à-dire qu'on voyait uniquement dans l'obscurité la braise rouge des cigarettes de tous ces personnages qui étaient sur le balcon et qui regardaient tous avec la cigarette allumée, la braise rouge. Et puis je re-regardais l'éléphant. À ce moment-là, il y a un type qui est arrivé. Il a dégonflé l'éléphant. C'était un éléphant en caoutchouc. Rire. Il a dégonflé l'éléphant. Il l'a mis, il l'a emballé, entouré sur lui-même, n'est-ce pas? Avec le bout de la trompe qui sortait du paquet comme une cafetière. Rire. Toujours riant. Puis tout le monde, un par un, est venu mettre son front sur l'éléphant qu'on avait emballé. Et enfin, obscurité totale. Et dans l'obscurité, un formidable concert philharmonique, en lettres capitales, s'est mis à célébrer un événement dans une obscurité totale. Voilà ce que j'ai vu. Un grand orchestre, toutes les lumières se sont éteintes. Sujata rit. Un grand orchestre qui a éclaté tout d'un coup dans la nuit. Voilà ce que j'ai vu. C'était il y a 4 ou 5 ans. Il s'apprêtait à célébrer. Je ne le savais pas. C'est après, quand tout d'un coup, quelques mois après ou semaines après, quand j'ai vu dans les journaux qu'on allait célébrer là, je ne sais quelle année. Peut-être 40 ans ou... Oui, peut-être 40 ans de ces Nations Unies. Je me suis dit, voilà ma vision. Satprem et Sujata éclatent de rire. Ce n'est pas admirable. Mais oui, plus qu'admirable. Satprem riant. Écoute, c'est une conscience qui voit tout, n'est-ce pas? Avec un humour merveilleux et qui dit, tu vois, c'est comme ça les Nations Unies. On dégonfle l'éléphant, on l'entoure, tu sais, comme on roule un tapis, et ça faisait comme... Avec un bout de trompe qui sortait en l'air, ça faisait comme une cafetière. C'était merveilleux. Et les gens qui venaient, un par un, ils venaient et posaient leur front sur la cafetière. Rires et rires. Puis une nuit totale. Et puis ce grand orchestre dans la nuit, voilà. Sujata rit beaucoup. Les Nations Unies avec les bouts de cigarettes. Tiens, tous, parce que l'obscurité était complète. Il y avait ce grand balcon et je voyais tous ces... Partout, je devinais des bonhommes, n'est-ce pas, qui étaient tous au bord de ce balcon, assis sur ce balcon avec la braise rouge d'une cigarette. On voyait de la braise rouge partout, sur des fantômes. Oui, c'est-à-dire que
Les cigarettes étaient plus vivantes que ces fantômes. Sujata rit. Je ne voyais pas, c'était des fantômes. Ils existaient par la braise incandescente de leurs cigarettes. Voilà les Nations Unies. J'ai vu ça. C'était donc il y a 4 ou 5 ans. Et la vision est restée tellement vivante. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Oui, oui, vraiment, c'est vu avec un humour et une perfection. Oh, c'est vu avec un humour merveilleux. Mais alors, tiens, je vais te dire quelque chose d'autre. Il y a une semaine ou deux, j'ai vu quelque chose que je ne comprenais pas du tout. Je l'ai noté. Pause. Attends, je l'ai noté. Ça après me cherche. C'est donc si loin. Pause. Ah, voilà, j'ai retrouvé. C'était dans la nuit du 24 au 25 mai. Oh, oh, de cette année. Maintenant, je comprends ce que j'ai vu. Voilà ce que j'ai noté. Je te le lis. Il y a 5 lignes. Le grand éléphant gris, très grand, mais surtout très gros comme gonflé, avec un tuyau rouge vif qui s'enfonçait dans mon dos comme si on le remplissait d'essence. J'étais un peu stupéfait de voir ça, un éléphant à essence, qui s'enfonçait dans son dos. Voilà ce que j'ai vu dans la nuit du 24 au 25 mai. C'était aussi un éléphant gris, un éléphant à essence. Au milieu du dos, je vois encore ce tuyau qui lui rentrait dans le milieu du dos, riant, comme si on le remplissait. Il était près d'une pompe à essence et on le remplissait d'essence. Foncé, gris, très grand, comme gonflé, riant, comme celui des Nations Unies, voilà. Bon, ça suffit, on a le tableau. Sri Aurobindo a sûrement le tableau. Rire. Dans le gargouillement et le chewing-gum des radios, le triste bouche déclare solennellement à Helsinki: We will lay the cornerstone of a new world order for years to come. Nous poserons la pierre angulaire d'un nouvel ordre mondial pour des années à venir. C'est scandaleux. Le Seigneur du mensonge. Est-ce que les hommes sont devenus imbéciles? Par contre, j'ai reçu une lettre d'une Américaine que j'aime beaucoup, Thea. Voici ce qu'elle dit à la fin de sa lettre. Tout le monde n'est pas aveugle. Alors, boy, oh boy, President Bush sure is power-hungry and greedy, wants a shooting war to bring us out of the depression economic, but it won't work out this time that way. Alors, eh bien, il est certain que le président Bush a faim de pouvoir et qu'il est gourmand. Il veut une bonne guerre pour nous sortir de la dépression économique, mais ça ne marchera pas cette fois-ci de cette façon. 27 août 1990. Ils vont être très déprimés. Nuit du 8-9 septembre 1990. Le coup de tonnerre. Ce coup de tonnerre doit tout de même signifier quelque chose. 10 septembre 1990. De mille et mille manières, j'ai essayé de déjouer cette crampe infernale, mais je vois bien qu'il n'y a aucune manière et qu'il faut la subir jusqu'à ce que tout le système veuille bien changer. C'est quelque chose qui ne répond à aucune volonté, aucune conscience, aucune puissance. Ça continuera indéfiniment à se cramponner et à déchirer. C'est le système animal et mortel. C'est à toi,
c'est pour toi, et que ta volonté soit faite. Sans parler de douleur, c'est très triste, cette négation mécanique. C'est comme la négation de tout le monde. C'est comme le début des âges. C'est comme ce malheur. C'est comme quelque chose qui dit « je continuerai comme cela jusqu'à la mort ». C'est très triste. Mais on continuera aussi jusqu'à la mort ou à la victoire. Il faut que le fait physique change, disait Mère.